Mercredi 11 mars 2020, la romancière Anne-Marie Gara présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau roman La Nuit Atlantique, paru aux éditions Actes Sud. What is that Bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue, très heureux de retrouver Anne-Marie Gara qui était il y a peu de temps invitée d'honneur des Lettres d'automne, ce grand festival à Montauban et dans les environs, voilà, et vous êtes là ce soir pour évoquer La Nuit Atlantique, donc votre tout dernier roman aux éditions Actes Sud. Alors je ne vais pas me lancer dans une évocation biographique de votre vie, ça se prendrait peut-être trop de temps, mais dire simplement quand même que vous aviez eu le prix Femina pour Aden en 1992, que vous aviez, vous êtes vraiment pour moi une écrivaine, une autrice. Qu'est-ce que vous préférez qu'on dise oui, écrivain, ça vous va, bon d'accord, voilà, dont vraiment voilà, tu fais une œuvre littéraire de très très grande qualité. Je vous suis depuis très longtemps. Donc, vous aviez publié une trilogie, ce qui ne devait pas être une trilogie au départ, mais qui est devenue finalement une trilogie. Il y avait donc tout d'abord, c'était donc Dans la main du diable en 2006, L'enfant des ténèbres en 2008 et Pense à demain en 2010. C'est une sorte de traversée du XXe siècle, on peut dire ça comme ça pour aller vite. Vous aviez publié en 2018 Le Grand Nord-Ouest. Alors là, on était dans les années 30, voilà, aux États-Unis. On partait de Californie et on montait, on suivait Jessie, cette jeune fille qui, avec sa mère, Lorna Del Rio, qui partait pour un western nordique. Voilà. Et alors là, vous nous étonnez encore aujourd'hui parce que dans La Nuit Atlantique, là, on est beaucoup plus près, on va dire, puisqu'on est dans le Médoc. Hein, on va situer un peu la région vers Soulac-sur-Mer, une région que vous connaissez bien, je pense, Anne-Marie Gara, puisque vous êtes née à Bordeaux. Oui, Pas, oui, c'est mon territoire, on en a tous un, natal. Je suis née à Bordeaux en fait, mais mon grand-père était vigneron dans le Médoc et les plages de l'Atlantique, c'était les plages d'été. Arcachon et Cap-Ferré qui sont très chics, n'est-ce pas? Mes parents n'avaient pas les moyens. Ça marche ça ou pas? On n'a peut-être pas besoin d'ailleurs. Il y en a besoin quand même. Bon, et donc voilà. Donc oui, c'est un coin que je connais bien. Et pourquoi une envie? Alors là, on va suivre donc voilà, l'itinéraire d'Hélène, dont on ne connaît pas le prénom au tout début. Hein, on va l'apprendre au fur et à mesure de l'avancée du roman. C'était quoi? C'était vraiment une envie d'abord de situer d'abord géographiquement ce roman, ou c'était de parler finalement de choses à la fois très contemporaines, puisqu'on est vraiment ancré dans le contemporain, une envie peut-être de revenir au contemporain, peut-être à notre époque. Qu'est-ce qui a présidé un petit peu, quelle a été l'impulsion première du roman? S'il y en a une, il y a peut-être plusieurs D'où facteurs. viennent les romans? Oui, ça c'est bon, faut bien rentrer dans. Je crois qu'il y a une maison, cette maison sur la dune. Il y a une maison sur une dune. Sur le point de s'effondrer à cause de l'érosion que nous connaissons depuis Biarritz jusqu'à la Charente, là-bas, n'est-ce pas? Nous connaissons et de manière régulière maintenant, régulièrement dans la presse, partout, vous, à la télé, vous en entendez parler, l'érosion des plages, ça n'est plus une vue de l'esprit, n'est-ce pas? Et donc cette petite maison, elle est en haut d'une dune, un peu à l'écart de toute habitation. Le petit village est à 2 kilomètres à l'intérieur des terres, mais cette maison, je la connais depuis longtemps, parce qu'elle vient d'un notre roman antérieur, il y a longtemps, avant la trilogie, enfin, etc. Donc c'est une vieille histoire. Mais vous voyez, elle était restée logée quelque part dans ma tête. D'ailleurs, on a tous des maisons dans la tête, des vraies ou des imaginaires, n'est-ce pas, que nous fréquentons. Et donc, je pense que c'était un roman, ça, pour moi en tout cas. Je ne sais pas, certains écrivains vous diront que bon, non, c'est pas leur cas, mais enfin, moi, j'ai jamais fini. Je veux dire, j'ai jamais fini. En même temps, du coup, j'ai jamais le vertige de la page blanche, comme on dit. Comment je vais commencer une. C'est-à-dire que ça continue à me travailler à mon insu. Hein, je me creuse pas la tête tous les matins. Mais disons que j'avais laissé en plan un peu cette maison en haut de la dune, où vivait une vieille dame, Madame Dalle, qui était en fait institutrice au village, qui avait fini par l'abandonner, et où elle avait logé, dans cet ancien roman, elle avait logé une fille, un peu une routarde, là, qui avait passé un an avec elle, au prétexte très étrange qu'elle avait trouvé dans une annonce de journal, qu'elle cherchait quelqu'un pour dépouiller des archives dans le grenier de l'école. Voilà. Il était question d'une petite fille dont on n'avait rien retrouvé, disparue, et dont on n'avait retrouvé qu'un sabot de bois. Une légende. Mais bref. En tout cas, cette maison, mais j'avais pas fini de ranger ce qu'il y avait dans cette maison. Il fallait que j'y retourne, voir ce qui s'y passait. Ça part de là, hein, parce que le début du roman, c'est ça. Ma narratrice, elle a acheté cette maison, justement, parce qu'elle a connu la fille en question, Laura, une certaine Laura, et elle a acheté la maison.
Depuis 10 ans, elle a acheté la maison, elle y vient presque jamais. Dès qu'elle y arrive, elle se barre, elle veut pas y rester, elle s'insupporte dans cette maison, elle n'a rien à y faire, elle y vient surtout pas l'été avec les touristes, donc elle y vient que hors saison. Et finalement, cette fois-ci, c'est décidé, elle la vend. Voilà. Donc elle vient vendre sa maison. En fait, c'est un roman. Je vais vendre cette maison quand même. Il faut que j'arrive à la vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Avec ce roman, il faut que j'arrive à liquider cette maison. Je pense que c'est ça, pour répondre bien à votre question. Je suis revenu liquider cette maison. Me la sortir de la tête. Et alors, maintenant, c'est bon, là? J'espère, qui sait dans 15 ans, si les petits poissons ne mangent pas d'ici là, peut-être que je vais encore me retourner voir ce qu'elle est devenue, parce que quand même, elle est très... elle va s'effondrer là. Hein. Le mec, le type de l'immobilier, là, il lui a bien dit invendable. Hein. Bon, ok, on ne pourra pas la vendre. Donc, mais c'est génial. Elle a même plus de décision à prendre. Les éléments vont s'en charger. Les forces éoliennes, les puissances océaniques vont se charger d'effacer, d'effondrer, de ruiner le passé, de nettoyer la place. Peut-être que je n'aurai plus besoin d'y revenir. Vous voyez? On ne sait jamais. Parce que les blocos qui sont sur les dunes, vous les connaissez, eux, 75 ans après, ils sont encore là, du moins, c'est là aussi les puissances quand même naturelles, élémentaires, au bout de 75 ans, n'ont pas réussi à les désagréger complètement. Mais on les trouve qui maintenant ils sont rendus au milieu des plages, ou ils sont au bas des dunes de Guingois. Quand même, ils sont 75 ans après, ils sont encore là. Donc il y a des fossiles aussi de temps en temps qui émergent. Ceux-là, ils sont millénaires. Des forêts qui étaient à cet endroit-là, à 4-5 km au large des côtes actuelles, il y avait des forêts de chênes. À des époques pas si lointaines, 10 000 ans, 5 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu des mutations climatiques bien plus graves que celles d'aujourd'hui encore. À la fin du Quaternaire, la remontée des eaux à 100 mètres. C'est comme ça que sur les côtes de l'Ormont, ou les côtes de comment ça s'appelle, les falaises sont entièrement en coquillage. On oublie ça, à quel point il y a eu des mutations énormes. Et donc peut-être qu'il restera quand même quelque chose de cette maison. Peut-être. Ces mutations énormes, elles sont au cœur du livre, hein, à travers ces mutations liées au dérèglement climatique. Ces mutations étaient déjà présentes, on les trouvait un petit peu dans le précédent, hein, dans le Grand Nord-Ouest. Il y avait ce questionnement sur l'environnement, sur le monde, sur la nature. Vous aviez envie d'aller encore plus loin dans ce roman, Marie-Gara? Eh bien, d'actualiser, parce que quand je quittais le Grand Nord-Ouest, c'était dans les années 50, où en Alaska, les Américains commencent à exploiter les gisements de schiste bitumineux de Prudhoe Bay et le pétrole, et où maintenant le pergélisol fond, où les Amérindiens, c'était tout le contexte de mon histoire, aujourd'hui sont dans des situations, le peu qui reste de ces populations exterminées sont en très grand danger, y compris les animaux, hein, les rennes, etc. Bon, j'évoquais dans mon dernier roman cet état du monde qui n'a fait qu'empirer depuis, n'est-ce pas? Encore il n'y a pas longtemps, Trudeau a été obligé au Canada, il a calé devant le soulèvement de certaines tribus amérindiennes du Grand Nord, de ces endroits du Yukon, etc., pour empêcher de passer un oléoduc, vous voyez. Et donc, c'est des questions d'aujourd'hui que je mettais déjà dans le Grand Nord-Ouest, et là, je les retrouve, c'est-à-dire l'état de notre monde. Mais, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que ce n'est pas du catastrophisme. Encore que je trouve cette jeune Greta Thunberg très très bien. Je trouve que c'est un signal formidable pour des gens de ma génération, de la vôtre aussi peut-être, etc., que la jeunesse prenne en charge cette question, la prenne à bras le corps. Mais je ne fais pas du catastrophisme dans mon roman en annonçant la fin du monde. Hein, en tout cas, pas de cette manière-là. Vous ne faites pas de catastrophisme, mais vous ne faites pas non plus si je puis me permettre, hein, de sentimentalisme. C'est aussi un magnifique roman d'amour. Mais quand on dit comme ça, on a l'impression, si ça y est, Anne-Marie Gara tombe dans le... Pas du tout, c'est une érotique, c'est un roman... C'est un roman d'amour. Oui, d'amour, mais au sens fort du terme. On n'ose plus en écrire aujourd'hui. Non, mais voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus que des plans cul ou de l'autofiction ou des écrivaines
sont-elles aussi vaines que les écrivains sont vains, racontent leurs histoires, à peine déguisées de leur vécu, là, je sais pas quoi, enfin bref, etc. Alors là, pour le coup, je fais le coup de force d'essayer de ramener à une histoire d'amour. Bien sûr que c'est toujours sentimental et au sens noble, c'est pas du sentimentalisme de la psychologie le sentimental que nous évacuons comme une chose mièvre, puérile, dépassée, etc., dont on s'aperçoit qu'en fait, en l'évacuant, on n'a pas l'air si heureux de s'en être débarrassé. Et surtout, ce que j'essaie d'instaurer dans cette histoire d'amour, ce sont des relations de courtoisie, alors pour le coup, remontons au cours d'amour. Et ici, Toulouse, n'est-ce pas, les troubadours l'ont chanté grâce au chant d'amour andalou, arabo-andalou, de haute culture, de haute civilisation dont nous venons, n'est-ce pas? Alors, il ne s'agit plus de placer la donna sur son piédestal comme les troubadours le faisaient au XIIe siècle, qui les ont enfermées là, les femmes. Il ne fallait pas qu'elles en bougent, sinon, elles étaient l'objet d'un culte, et en même temps, si jamais elles dérogeaient, non, on n'est plus ces femmes-là, nous, d'aujourd'hui. Mais ce que j'essaie, c'est de réconcilier l'histoire amoureuse avec des modalités de la relation qui peut-être, là aussi, vont à contre-courant, et on en voit les effets aujourd'hui, de ces brutalités, violences, féminicides, etc. La brutalité également de traiter par appli, je ne sais pas quoi, le rendez-vous du soir et ciao, demain terminé, d'instaurer une relation, le lien qui se crée, et qui se crée avec les égards, alors ce sont des vertus chevaleresques, évidemment, qui viennent de la courtoisie, la loyauté, le respect, et surtout ce qui se conquiert du consentement. Et ça aussi, c'est une question brûlante d'aujourd'hui, de ce qui est consenti mutuellement dans le rapport. Donc, que rien n'est volé, violé, rien n'est arraché. Et cependant, ça peut être d'une grande crudité, brutalité dans le verbe, dans les mots, érotique. Mais tout est dans l'estime portée à l'autre, quoi. Et donc, je rêve, d'ailleurs Mona Ozouf en parle dans son dernier livre, je ne sais pas si vous avez vu passer à la librairie, là, des entretiens avec Finkielkraut et puis un certain nombre de philosophes intellectuels, ou avec Geneviève Brisac comme écrivain, etc. Elle en parle magnifiquement de ça. J'étais contente de la lire quand elle disait ça, de la courtoisie. Bon, voilà. Donc j'ai écrit une histoire d'amour courtois. Et vous aviez l'idée Et au de départ, passion, vous vous êtes laissé porter par le fil de l'intrigue, ou vous aviez cette idée déjà très précise? Non, je n'ai pas d'idée. Enfin, vous avez quand même des idées, forcément, mais... Non, je pars devant comme ma narratrice, j'arrive un soir et je sais bien qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que c'est un pacte avec le lecteur. Enfin, les romans où il se passe rien, on en a soupé, on en a connu, n'est-ce pas? Le roman du rien. Alors qu'est-ce qui reste? L'écriture en représentation. Bon, c'est comme dans la peinture abstraite, n'est-ce pas? Même s'il passe de grandes choses, quand on est un très grand artiste. Mais le roman, il a, dans sa vieille histoire, sans remonter au récit, aux épopées homériques, mais dans son histoire moderne, etc., depuis la Renaissance, je ne sais pas trop quoi, c'est quand même le pacte avec le lecteur qu'il va se passer quelque chose, que des événements vont arriver, que comment ça commence, c'est pas comme ça que ça finit. Qu'entre les deux, il va y avoir des actions, des drames, des découvertes, des rencontres. La rencontre, attendez, c'est le bœuf à bas du roman. C'est l'ingrédient minimal et en même temps explosif de qu'est-ce que c'est qu'une rencontre. Voilà. Il va y avoir des rencontres dans mon roman. Je ne m'attendais pas, j'avais même pas pensé à Bambi, là, la filleule qui débarque, elle a 18-19 ans, vous voyez, elle fait des études de médecine à Nantes, et puis par SMS, elle dit à sa tante qu'elle arrive, bon, elle n'y est jamais venue dans cette maison, parce comme elle n'y invite personne n'y vient, et elle débarque. Mais avant ça, la veille au soir, un photographe, elle aussi, quelqu'un qui aimerait... Elle croit la maison abandonnée, qu'elle y vient tous les... Bon, elle s'est endormie quand même, et la porte s'ouvre, et il y a une espèce de Dark Vador qui débarque, tout cuirassé de cuir, tout dégoulinant d'eau sur sa moto, n'est-ce pas? Il squatte, en fait, c'est un squatteur, il croyait la maison abandonnée. On lui avait dit qu'elle était abandonnée. Bon, il s'est installé. Donc, les rencontres, je ne les avais pas
programmé dans ma tête à l'avance, mais je savais bien qu'il fallait qu'il se passe. Je le dois à mon lecteur, je me le dois à moi-même. Sinon, à quoi bon passer des heures et des heures, quelquefois 10 heures par jour, si je raconte du rien. Le rien, on le sait bien, le néant, etc., la vacuité de nos existences, enfin, tout ça, quoi, and so on. Bon, mais je le ressens, mais j'espère que je le fais passer dans mes romans d'une autre manière. Mes angoisses existentielles, mes nostalgies ou mes flamboiements d'espoir ou de colère. J'espère qu'ils passent dans mes romans autrement que dans. Alors, donc, il fallait qu'il y ait des rencontres. Le fameux Joe, là, Joe. Qui débarque. Joe qui débarque. Elle est très surprise. Ah, Parce mais que lui, bon, il est installé chez lui. Il est là. installé déjà. Il se croit chez lui. C'est elle qui débarque Oui, chez c'est lui. elle. quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi le char dehors, parce qu'en fait il est canadien, il parle un peu québécois, vous voyez. Et donc, enfin, il n'est pas canadien, il est plutôt même japonais, parce qu'il est le petit-fils d'un japonais qui a émigré, qui a fait le tour quasiment à l'envers des chariots du Grand Nord-Ouest, des Old Trails de la conquête, n'est-ce pas? Il a fait le chemin à l'envers, il est arrivé par la côte ouest, et il a remonté jusqu'aux Laurentides, et puis il s'est fixé là, il s'est installé, il a fait souche, comme on dit. Et il y a son petit-fils là qui est photographe et qui débarque, lui, parce qu'il est venu photographier les blocos, justement. Ça lui a pris, pour des tas de raisons, bon, il est là. Et donc, ils font connaissance. Elle dit qu'elle est plutôt, dans ce cas-là, plutôt ouverte à la rencontre, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, un type qui vous tombe chez vous à minuit, voilà, parce qu'il a fait une petite virée avec des copains dans le coin, des gens de rencontre, bon, etc. Donc, il s'installe. Elle accueille la rencontre. Hein. C'est pas quelqu'un de fermé. Elle est ouverte. Voilà. En même temps, elle a de la réserve. Tout le temps, elle a une espèce de Jiminy Cricket sur son épaule qui lui dit « Méfie-toi, méfie-toi ». Tout le temps. Elle va finir par le jeter, ce Jiminy Cricket, mais qui est tout le temps en train de lui dire vous savez, ces vieilles, je dis Jiminy Cricket ou n'importe quoi, enfin, de ces vieux petites voix de conscience qui nous, tout le temps, nous retiennent ou nous préviennent ou nous font qu'on reste frileux, qu'il ne faut pas se risquer, que ceci, cela, vous voyez. Et alors, au début, il est tout le temps là, son Jiminy Cricket qui lui dit méfie-toi, méfie-toi. Bon, quand même, il passe une bonne petite soirée, elle le trouve extrêmement charmant. Il est très beau, hein. Il est très beau. Il y a de la conversation en plus. Et alors, il est bavard. Il est hyper bavard. Il la saoule même. Parce qu'il y a un moment où elle dit, bon, c'est l'heure d'aller se coucher quand même, quoi. Mais il lui raconte toute son histoire, sa vie, puis surtout, il lui raconte pourquoi il est là, quoi. Pourquoi cette maison, pourquoi il est venu dans cette maison. Et alors justement, le titre La Nuit Atlantique, bon, ça on le comprend bien parce que c'est aussi un très très beau texte hein, sur l'océan, Oui. magnifique, hein, parce que l'océan est toujours Oui. présent, il est là, on l'entend, on le voit, bon, c'est sur les nuages aussi, sur tout ce qui environne l'océan, mais sur la nuit également, parce que j'ai remarqué quand même qu'il y a beaucoup de choses se disent Sont nocturnes. et se transmettent La nuit. entre personnages la nuit. Et même près du feu. Voilà, la cheminée. Joe sait très bien faire. La Il flambée. sait faire du feu comme avec rien, comme les peuples qui vivent dans la nature, quoi. Enfin, qui connaissent le. Mais en effet, peut-être que je m'étais pas donné l'occasion. J'ai parlé de l'estuaire dans d'autres de mes livres, de ce fleuve. On le dit unique en Europe. Hein. Il n'y a pas plus grand estuaire après le Danube, après etc. Mais en Europe, l'estuaire de la Gironde, on oublie de le dire, c'est le plus grand d'Europe. Il arrive à faire 10 km de large. Bon, il y en a de plus grands ailleurs dans le monde. Hein. Mais j'avais parlé de ça, et surtout que les marées remontent jusqu'au-delà de Bordeaux, jusqu'à Langon, etc. Donc c'est cette puissance invincible dans une démesure vis-à-vis de nos puissances, de nos forces humaines, n'est-ce pas, qu'est le retour de la marée dans le fleuve. Et ensuite retour quand la marée tire vers le large les eaux, c'est quand même. Moi j'ai vécu chez mon grand-père en vacances à la Marque, en face de Blaye, vous voyez, c'est bon, je connais. Mais l'océan, j'y suis moins allé, moins vécu. Bon, on y allait pour un pique-nique, on rentre le soir, vous voyez. Mais il m'est arrivé plus tard dans ma vie d'y être, et je crois que c'est une sensation que. C'est pour ça que je remonte à Sapiens, à notre grand-père Sapiens. C'est nous là, hein. Nous sommes Sapiens. Mais enfin, qui il y a environ 40 000 ans, est arrivé là, après un incroyable parcours pédestre à travers le continent. Il arrive là, à ce bout, cette fin des terres, n'est-ce pas? À ce bout du Médoc, en plus, qui est une impasse. Bon, et
qui a dû ressentir lui aussi devant l'immensité des ciels atlantiques et des nuages et des formations, des turbulences célestes et de cette bassine incroyable. Il n'en sait rien, Sapiens. Mais nous-mêmes, est-ce que nous mesurons l'étendue des milliers de kilomètres, etc., de ce que nous avons sous les yeux et de ce brassage inouï et à quel point cela participe d'une échelle cosmique. On le sait bien, le mouvement de la Lune, enfin, etc. Que là, nous approchons au plus près que nous sommes solidaires de ce monde dont nous sommes éloignés, nous les gens des villes, des mégapoles folles, etc. Mais tout d'un coup apparaît là, c'est pas pour se sentir petit, fourmi dans la fourmilière, je ne sais quoi, mais tout d'un coup de réaliser à quel point la croûte terrestre, à quel point les éléments primordiaux autour de nous ne changent pas, eux, dans leur nature, dans leur être, et que nous côtoyons cette dimension-là, qui est cosmique, hein, aussi bien que celle des nuits, des étoiles, des comètes, des astres, etc. Donc, je pense qu'il y a là, cette présence-là, j'avais vraiment envie de l'importer dans mon livre. Et non pas pour en avoir peur, même s'il y a une scène panique, il y a des scènes, oui, littéralement, du grand Pan, du grand dieu Pan, qui, sous ce colosse mythologique, n'est-ce pas, qui crée chez les êtres humains l'épouvante, quoi. On appelle la panique, la peur du grand Pan, d'être rien dans le grand tout, quoi. Voilà. Donc il y a une nuit panique parce qu'il y a quand même une marée particulièrement grave, comme on en connaît de temps en temps quelques-unes. Celle-là, on dit, elle est centenale, mais des centenales, il commence à y en avoir tous les 10 ans maintenant, ou tous les 5 ans, elles vont plus être centenales longtemps. Donc voilà, donc il y a une nuit panique, où cette sensation là d'épouvante de n'être plus rien, quoi, d'être bon, voilà, c'est le milieu, ça pour moi, c'est là. Parce que cette idée de nature, vous voyez, je le disais déjà dans le Grand Nord-Ouest, cette espèce de mantra moderne là, on va aller se ressourcer dans la nature, on va aller camper, ou on va qu'on respire bien dans la forêt, ou je sais pas quoi, dans les montagnes et tout ça. En réalité, c'est une construction idéologique. Nous ne sommes pas dans la nature, les forêts sont bûcheronnées, domestiquées chez nous, enfin, etc. Les Australiens feraient bien d'en prendre de la graine. Mais ce que je veux dire, c'est que et même quand on dit on va à la montagne et tout, mais en fait, on réalise pas la montagne, les glaciers qui fondent, qui s'effondrent, ça veut dire que les montagnes vont s'effondrer parce qu'elles ne tiennent debout comme elles sont que parce qu'il y a les taux de glace. Et s'il n'y a plus de glace, et commence à le voir, les pans entiers de minéraux vont dégringoler. Et donc, on se promène dans un milieu qui est le nôtre. Nous sommes de la nature, hein, pas dans, comme des passants, des visiteurs ou des locataires. Nous sommes d'eux. Et donc, ces figures, pour moi, elles sont pas simplement, elles sont poétiques au sens de la poésie, c'est-à-dire d'une configuration telle que l'homme l'invente, dont il invente les figures esthétiques et le sentiment du beau, le sentiment du grand, ou le sentiment du sublime, etc., etc. Mais c'est aussi la réalité rugueuse et imminente et brutale que cette relation au monde-là doit changer, quoi, qu'on ne peut pas continuer comme on fait là. Ouais. Et en plus, ce territoire du Médoc, enfin, cette terre, elle est vraiment, comment dire, elle est elle-même menacée de remaniement, de disparition, de terre. C'est ce que dit le géologue Léonard Flint, il s'appelle. Léonard Flint, qui lui-même est un bavard, n'est-ce pas ? Il faut bien des gens bavards dans les romans, sinon. Bon, il est la voix de... Lui, il est à la retraite, il fait un petit peu de géodésie parce que tout le long des côtes, on oublie qu'il y a des repères matériels, hein, et même d'ailleurs dans l'intérieur des terres pour les cartographes, pour dessiner les cartes, les courbes de niveau, etc. Et la ligne de côte, ce qu'on appelle la ligne de côte, mais c'est une vue de l'esprit, une ligne de côte où elle est entre les plus hautes mers, les plus basses mers. C'est une moyenne. Après, elle fluctue. D'ailleurs, elle se déplace. Cette ligne, elle n'est pas fixe. Quand vous dessinez une carte de géographie de la France,
vous avez la France dans les livres de géographie, des manuels, etc. Pour les enfants, n'est-ce pas, il y a la côte girondine, landaise, voilà. Mais en réalité, ça n'existe pas. C'est des vues de l'esprit. Ça bouge, cette ligne, la ligne elle-même, je veux dire. Mais le géodésiste, il travaille à informer les cartographes, enfin, etc., en allant repérer. Alors lui, il fait ça pour occuper sa retraite, mais en même temps, c'est un très grand connaisseur de ce Médoc, alors que moi, je croyais connaître. Et en effet, peut-être que je ne le connaissais que de surface, de manière épidermique, pelliculaire, je ne sais pas. Et parce qu'en écrivant mon roman, quand même, je suis revenue à des... Ah oui, je voulais dire aussi que ce qui m'a secoué, c'est un cadeau que mon cousin m'a fait. Vous l'avez sûrement à la librairie, c'est un peu cher, mais enfin bon, ce sont 2 énormes volumes qui ont été publiés et qui reproduisent les cartes de Claude Masse, qui est militaire et géographe du roi de Louis XIV, et qui vient en 1680, quelque chose comme ça, cartographier toute la côte, hein, jusqu'à Bayonne. Là, il en a fait ailleurs vers Briançon et tout ça, mais il n'a pas fait toute la France, mais il a fait parfaitement. C'est magnifique, c'est étrange. Et là, on voit que le Médoc, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. D'ailleurs, Stendhal et Victor Hugo, qui l'ont traversé au XIXe siècle, décrivent des landes, des marécages, avec des trucs infranchissables que nous, on ne connaît pas aujourd'hui. Maintenant que c'est ratissé avec des routes goudronnées, etc., n'est-ce pas? Mais déjà au XIXe siècle, alors à plus forte raison au XVIIe siècle, et plus anciennement, le Médoc est une langue de terre totalement lagunaire, avec des archipels d'îles. D'ailleurs, le nom du village, c'est Iliane, ça existe, hein, pas là, ça existe dans cette zone-là, mais ça a des noms d'îles, des noms de Now, la mer, n'est-ce pas? Il y a eu des ports qui ont disparu, il y avait des fleuves, des rivières qui se jetaient dans l'océan, qui ont disparu, qui ont été bouchés par les sables, par les grands mouvements de déplacement des dunes, etc. C'est-à-dire que ce pays, cette zone-là, qui est pas loin de nous, a connu des remaniements géologiques massifs et dans un temps très récent. C'est pas des trucs qui remontent à 100 000 ans, si vous voulez. En l'an 700, il y a eu une secousse tellurique des Pyrénées jusqu'à la Saintonge, dont on n'a que quelques traces de chroniqueurs, etc., mais qui pendant près d'une semaine, il y a eu des tremblements de terre terribles, des effondrements du socle continental, des raz-de-marée qui ont submergé changé le cours de l'estuaire. Enfin, c'était en l'an 700, ça. C'est pas si vieux, quoi, je veux dire. Et donc, il y a eu ainsi des villas gallo-romaines, parce qu'ils étaient quand même venus jusque-là, les Romains, en dehors des Vandales et des Visigoths et autres. Sont allés dans... Les dunes ont pris 4-5 km sur les terres, ont recouvert les villages, les hameaux. On a bien désensablé l'église de Soula qui a moins d'1 siècle, qui était complètement sous la dune, sous une dune de sable. C'est mesurer, là, ce que je disais tout à l'heure, les puissances éoliennes et océaniques, hein, et les dunes ne se déplacent qu'avec les vents. Donc ce sont de véritables marées de sable, de vagues minérales, en quelque sorte, qui ont submergé les terres, stériles évidemment, et mobiles. Tant qu'on ne les fixe pas, elles se déplacent. On les a un peu fixées avec les Oyas, un peu partout dans le monde, et en particulier là, depuis le XVIIIe siècle, Brémontier et d'autres des ingénieurs royaux qui sont venus, mais l'Oya, qui elle-même est une plante sans doute des premières de la planète, aussi vieille que les mousses et les lichens. C'est-à-dire l'Oya est une plante primitive de l'histoire de la vie sur la planète. Voyez, l'Oya qu'on a sur nos plages là. C'est étonnant de cohabiter on cohabite avec d'autres formes animales ou insectes, autres on oublie qu'ils sont aussi vieux. Mais enfin bon, voilà. Et donc tout ça est présent pour moi sous nos pieds. Et que de repenser que c'est là, que cette histoire de la terre, quoi, de notre socle, à nous, elle est là sous nos pieds et elle accompagne nos petits destins individuels, minuscules, enfin nos destins éphémères, minuscules, nous passons, mais bon, et les remuements, les bouleversements intérieurs de ma narratrice, pour moi, ils sont aussi violents et aussi en phase totalement avec ces remuements à l'échelle cosmique et des aires géologiques. C'est le tour de force de votre roman, Anne-Marie Garat, c'est justement d'arriver à lier à l'intime le plus personnel, enfin l'intime des personnages, notamment d'Hélène, mais des autres aussi, de Bambi, avec cette grande histoire du monde, de la géologie, de l'évolution, voilà, vous arrivez
je fais pas de leçons de géologie, entendons bien. Moi, je suis pas ni historienne d'ailleurs, je ne suis pas non plus, ni sociologue d'ailleurs, mais je connais bien aussi parce que ça existe autour. Faut pas oublier qu'un roman, il se situe à un moment donné. Voyons, là, il y a dans le coin, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. L'usine Ford est en train de fermer. Dans les vignes, je les connais bien, moi, les vignes du Médoc, hein, les grandes fortunes viticoles qui se sont construites, il faut quand même le dire, parce que l'amnésie est telle à Bordeaux, vous ne pouvez pas savoir, que quand même c'est l'or et le sang négrier qui a fait les colossales fortunes de la région bordelaise. D'abord de la beauté architecturale de la ville, hein, avec les intendants, Tourny et autres, mais que tous ces négriers, armateurs et planteurs dans les îles à sucre, ils se sont sucrés, n'est-ce pas? Question sucre ici connaissent, et les grandes propriétés du Médoc, c'est ça, c'est cet argent-là. On ne va pas faire le procès à leurs descendants. On n'est pas dans la repentance et je ne sais quel, les mettre à genoux, à se battre la coulpe pour les crimes de leur... qui d'ailleurs, ne décontextualisons pas, ne soyons pas anachroniques, n'étaient pas pensés comme des crimes au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Hein, ça allait de soi, le commerce, le profit, le capitalisme qui se répandait de par le monde, ça rapportait, Montesquieu le dit bien, qu'est-ce que ça coûterait cher le sucre si on ne faisait travailler la plante par des esclaves? Si on se mettait à payer ceux qui la travaillent, qu'est-ce que ça coûterait? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas faire d'anachronisme. Mais, il n'empêche, ceux qui travaillent aujourd'hui dans les vignes, moi je les connais, je les ai vus. Ce sont des Marocains, des Portugais d'abord, des Espagnols, des Italiens, hein, qui sont venus, et des Polonais aussi à un moment. Mais aujourd'hui, ce sont des Turcs, des Roumains, vous voyez, de l'Europe centrale, des misères du monde, qui sont dans les vignes, on ne les voit pas, n'est-ce pas, qui coupent, qui taillent, etc., payés à leur fête, ce qui est hors la loi, vous savez, aujourd'hui. On n'a pas le droit de payer à la tâche. Il pleut, il n'y a pas de boulot, ben tu rentres chez toi, etc. Bon, on n'est plus chez Zola là, hein. Voyez, eh bien, l'exploitation de ce sous-prolétariat des vignes dans le Médoc continue. Il y a eu une journaliste de Sud-Ouest l'année dernière qui a fait paraître un livre là-dessus, qui a beaucoup choqué les milieux bordelais. Mais qu'est-ce que vous voulez, comme ils sont amnésiques, ils n'entendent jamais rien, ils voient rien, de temps en temps, il est bon que quelques-uns viennent leur rappeler les choses, quoi. Bon, bref. Donc, moi, je mets ça en arrière-fond. Et c'est pas en sociologue, je vais pas traiter la question, je sais pas quoi, mais c'est ça qui existe dans ce Médoc, c'est que les travailleurs de la forêt et les travailleurs de la vigne, c'est un sous-prolétariat. Et les autres, ils sont au chômage. Ils vont travailler à Bordeaux, ils se payent des allers-retours avec dans les embouteillages maintenant à entretenir leur voiture avec les gilets jaunes. Hein. Ce que ça coûte de mettre de l'essence dans le moteur pour aller travailler à Bordeaux depuis l'Espar ou depuis je ne sais pas où, hein, parce qu'on peut plus se payer des maisons à Bordeaux, donc on va vivre loin. Enfin, vous connaissez le truc, quoi. L'horizontalité des lotissements et tout. Moi, je traite pas de tout ça dans mon roman, mais en arrière-fond, il y a quand même une supérette avec une tabac presse, enfin voilà, tout ça, article de plage et tout, parce qu'il y a il y a plus rien. Elle fait même le Monsieur Caramel. Alors voilà, elle est avec Caramel. Et bien, elle lui demande, c'est bien votre nom? Elle dit non. Il dit moi non, moi je m'appelle Caramel. C'est un arabe. Alors le père de la dame de la supérette, il voulait pas avoir de bico comme gendre. Et ben il est mort, bien fait. Enfin tant mieux. Et du coup elle a épousé son Caramel et ils tiennent tous les deux la supérette qui est florissante, vu qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de coiffeuse, il n'y a plus rien du tout dans le coin. Enfin, vous connaissez, plus de poste, plus de rien, etc. Tout ça, je le pose à peine, mais c'est la réalité de notre monde, hein, que je mets en arrière-fond. Le roman, il n'est pas en train de flotter là entre deux nuages, à se déplacer dans un monde irréel. Tout ça est ancré dans la réalité de ce pays que je connais bien, mais enfin qu'on pourrait en prendre n'importe quelle autre région aujourd'hui, on pourrait dire des choses comme ça, n'est-ce pas? Qu'il n'y a plus de poste, qu'il n'y a plus de banque, qu'il n'y a plus, voilà. Il n'y a même plus d'ailleurs de poste essence puisqu'elle tombe en rade elle tombe en panne d'essence parce qu'elle a plus de. Elle va en chercher. Joe va lui en chercher avec le bidon, mais voyez. Et donc bon voilà, ça c'est l'arrière-fond aussi de ces réalités de notre monde contemporain, qui sert en même temps d'architecture arrière, si vous voulez, parce que ce qui lui arrive à elle est un tel
ébranlement les rencontres donc avec Joe, avec sa filleule qui rapplique parce que Bambi, la fille. Bambi. On peut en dire deux mots parce que Bambi. Bambi. c'est assez rare chez vous que vous saisissiez, je crois, hein, vous me dites Oui. si je me trompe, de personnages jeunes, comme ça, Jeunes. 18-19 ans. Vous lui faites, il faut trouver sa voix aussi, VOIX, hein, pas VOIE aussi, on Oui, marque les deux, parce que faut bon, qu'on l'entende. faut qu'on l'entende. Alors, Faut elle emploie un langage très actuel, enfin, un langage des jeunes. Un mais personnage, c'est une voix. Voilà, Enfin, pour vous, c'est j'ai important. beau vous dire, elle a les cheveux blonds, bruns, les yeux bleus, des grands cils, machin, tout, on s'en fiche. Je veux dire, ça, on voit pas le personnage avec ça. On voit le personnage si on l'entend. Si j'entends sa voix, ce qu'elle dit, mais également sa manière de bouger, d'intervenir, c'est ça sa personne. Je ne sais pas beaucoup plus de choses de Bambi. Moi, elle m'est pas transparente, mais c'est une jeune fille qui est vent debout, qui vient de... Elle arrive de Nantes, où elle à la fac de médecine, elle s'est payé un bizutage. Bon, elle a claqué la porte, mais seulement le problème, c'est que sa mère va en faire une crise terrible, donc elle se réfugie plutôt auprès de sa marraine pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, mais elle est... alors, bon, l'ère MeToo n'était pas encore arrivée, là. Ça se passe en 2016, en fait, mon roman, vous voyez. Et il n'y avait pas encore le grand jour du chambardement de Balance ton porc, etc. Mais la révolte de Bambi et ce qu'elle vient déverser, elle en profite pour déverser en plus tout ce qu'elle a encaissé de la famille, toutes ces histoires de névrotiques de sa mère, sa tante, aussi, les secrets de famille, toutes ces histoires-là, elle vient tout faire une crise à sa tante. Voilà. Voilà. Et du coup, il faut qu'elle soit cette jeune femme d'aujourd'hui. Vous savez de qui, mon informateur, c'est ma petite fille qui a 14 ans. Je me suis posé la question. Je lui dis, mais comment tu le dirais ça, Adèle? Alors, bon, et puis elle m'a dit, ah mais Nani, tu sais, il faut que tu lises les cahiers d'Esther. Vous avez lu ça? Satouf. Oui. Oui, Satouf. Mais c'est magnifique. Je suis tombée là-dedans, moi. Parce que Adèle me dit, mais c'est juste ça. Alors lui, il prétend, je ne sais pas si c'est une fiction ou si c'est vrai, que c'est une jeune adolescente qui l'informe toutes les semaines. Il fait la chronique dans l'Observateur, mais maintenant il y a des albums. Elle a 11 ans, 12 ans, il y a plusieurs albums. Et alors c'est la vie quotidienne au collège avec les parents, etc. Et le langage qu'elle utilise. Et quand j'avais commencé à dire à ma petite fille, donc, mais comment tu dirais ça, toi, Adèle? Et mais c'est pas comme ça qu'on dit aujourd'hui. Là, c'est vieux, ça. C'est il y a 10 ans qu'on disait ça. J'étais pas née, quoi. Alors maintenant, par exemple, il y a un tout petit truc, je l'ai mis. Pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas saturer le lecteur non plus. Voilà, voilà. Mais une ou deux fois ou trois fois, je l'ai mis, l'expression c'est elle qui me l'a signalé. Il y a un moment où on disait, ah, c'est trop beau. Vous savez? Alors, mais on ne dit plus comme ça. On dit, c'est mais trop beau. M-A-I-S, vous voyez? C'est mais trop beau. C'est ça, vous voyez, pour insister, quoi. Ah bon, je suis sûre que dans 2-3 ans, ça va être périmé, il va dater. Sûrement. Il va dater. Mais je lui ai lu, mais pas beaucoup, hein, des petites phrases comme ça. Alors ça, vous voyez, c'est un travail quand on écrit. Comment dire? Comment négocier avec le lecteur quelque chose qui est... il faut donner une couleur, comme on dit, de la couleur locale. Il faut qu'on entende un timbre là. En même temps, comme vous disiez, je ne vais pas m'amuser à écrire une page entière en langage jeune, vous voyez, en plus que ça devient illisible, si on se met à... Bon. Donc, comment négocier pour qu'un langage soit audible, lisible, et en même temps qu'on entende l'âge, le tempérament, parce qu'évidemment, elle emploie des mots plus familiers que ça... Tante qui a 38 ans, mettons, Joe, qui lui est canadien, il parle autrement, il y a quelques petits mots de couleur canadienne, fait fret, il dit, hein. Ça c'est mes amis qui me le disent toujours en rigolant, parce que je pense qu'aujourd'hui les Québécois, ils commencent à évacuer tout ça, le langage des vieux, si vous voulez, le langage joual et tout ça, mais il y a quelques petits mots qui traînent, comme divulgacher, qui nous ont transmis, n'est-ce pas, de dire, ah, tu vas me spoiler l'histoire, etc. Regardez comme il est joli ce mot français, divulgacher, qui est divulguer et gâcher le plaisir, voyez, me divulgage pas la fin du film, voyez, je trouve ça très joli, donc je l'ai mis une fois, mais alors ça c'est le grand, nos cousins québécois, ils sont plus sourcilleux sur la langue française, ils veulent pas se laisser envahir par la langue anglaise. Cela dit, bon, la langue anglaise, il adapte, hein, il adopte et il adapte. Bon, mais donc
comment faire avec le lecteur pour que ça n'ait pas l'air un truc à la fois socio-linguistique, je ne sais pas quoi, bon, voilà, et qu'en même temps il y ait la petite chose arrière qui donne crédit au personnage, qui le rend vraisemblable, qui le rend fréquentable, qui lui donne un certain réalisme ou une certaine présence, je préfère dire moi. Qu'il existe. Pas seulement en dans tant les que mots, présence. Anne-Marie Gara, mais dans le rythme aussi, de la manière le rythme De parler. de la voix, le rythme des mots, enfin le rythme de parler, voilà, c'est ça. Qui peut être différent selon les Mais alors personnages. ça, vous voyez, aussi, c'est pas une recherche. Non, mais je sais pas, j'y pense. Oui, mais absolument. Mais pour moi, c'est pas une recherche studieuse en me disant ah voyons. Non, ça me vient spontanément même si je vais chercher de l'info, comme je vous disais, à droite à gauche, me mettre un petit peu. Mais parce que pour moi, quand on dit, vous savez, à un écrivain, mais comment vous trouvez vos personnages? Qu'est-ce que c'est pour vous un personnage? Et en effet, en tant que lectrice, moi-même, je le sais bien qu'il y a des livres dans lesquels, pour moi, les personnages existent, et dans d'autres livres, je n'y crois pas. Ils restent abstraits ou ils restent fantoches, flottants, comme un peu théoriques, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop, c'est des ingrédients un peu alchimiques, mais j'ai besoin pour que ces gens qui n'existent pas, ils n'existent pas. Hein. Bambi, c'est pas Adèle, hein. Elle n'a pas l'âge, machin, etc. Non, franchement. Et cette femme, je la connais pas. Moi, enfin, je l'ai pas rencontrée dans la vie. C'est pas mon vécu. C'est pas autobiographique ce que je raconte du tout. Jamais. Je suis pas. Ouais. Passons ça. Cette veine-là. C'est un autre sujet. Voilà. Abordons pas ce sujet. Mais le personnage, c'est un compagnon d'écriture. J'écris sous sa dictée, ou plutôt, je l'appelle en écrivant de telle sorte que son instance, qu'en tant qu'instance imaginaire, ils prennent corps, ils prennent voix, qu'ils prennent de la place, qu'ils m'occupent, au point que je ne peux pas faire autrement que de lui donner cet espace romanesque dans un roman, de manière imaginaire. Et cependant, c'est pas parce que c'est imaginaire que c'est immatériel. L'imaginaire n'est pas une espèce de faculté de divertissement distractif comme ça pour se faire pour dorer l'existence ou pour quand ça va mal, quand on a mal aux dents ou mal à la vie, eh ben ça nous fait du bien d'être dans l'imaginaire. Tu parles justement quand ça va pas bien dans la vie et quand on a mal aux dents, on peut pas, ça marche pas. On peut pas rester dans un roman, on peut pas rester au cinéma. Notre corps nous rappelle nos soucis. Donc, l'abandon à la lecture et accepter d'entrer en lecture, c'est-à-dire dans le langage. Il n'y a que ça, il n'y a que des mots. Hein. C'est dans les mots que ça se passe. Et que soudain se lève de manière fantomatique. C'est pas complètement vrai, comme je disais, c'est aussi une présence. Je l'incorpore, le personnage. Voilà. Je l'incorpore au sens où il faut qu'il m'habite, que je sente avec lui des choses. Qu'est-ce que c'est dessiner avec des doigts? C'est ce qu'elle fait à un moment donné. Et tout d'un coup, lui revient qu'il y a longtemps, elle avait eu un amoureux japonais qui avait un jardin miniature et les doigts dans le sable, dans cette espèce de demi-sommeil où on est quand on fait le lézard. Bon. Et à la pulpe des doigts, ce qui se passe quand on passe la main dans le sable. La main de mon personnage, c'est la mienne sûrement. Et en même temps, il faut que je lui prête des sensations, des réminiscences qui ne sont pas les miennes. Elle est dans un monde romanesque où elle a eu un amant japonais. Moi, j'en ai pas eu. Enfin, ça, c'est pas un scoop. Hein. Je vais pas vous raconter ma vie, mais de ce monsieur Yoshi, j'ai pas eu. J'ai pas connu monsieur Yoshi. Hein. Bon, vous voyez. Mais n'empêche que quand je lui fais... ça dure 10 lignes, 5 lignes, j'en sais rien. Ou de manière rêveuse et un peu dans un demi-sommeil comme ça, elle se met à caresser le sable. Et que ce geste-là, on a au moins entendu parler de Proust, de la mémoire sensorielle, de la mémoire de nos sens, qu'à ce moment-là remonte par ce geste. Vous voyez ce que je veux dire? Un personnage, pour moi, c'est ça. Il faut qu'il ait cette présence-là. Il faut qu'il soit incarné dans le livre. Puisse, mais pas comme un dessin, une silhouette avec des cheveux comme si... voilà. Non, il faut qu'il existe dans sa relation aux objets, au monde, sa manière de picoler, de courir, aller se jeter dans les vagues, de parler, d'enfourcher une moto, conduire. Puisque du coup, elle s'en va avec Joe.
Ils disparaissent tous les deux. Bon, ils ont fait que ami, pas tant que ça qu'on croirait, mais enfin, la narratrice se dit, elle est un peu, pas vexée, mais comment dire, un peu jalouse quand même. Encore qu'elle aime voir sous ses yeux ces prémices de l'histoire amicale, amoureuse, on ne sait pas, de ces deux jeunes gens qui cohabitent là par hasard et qui se plaisent, et surtout lui, il la subjugue parce qu'il est un grand photographe, parce qu'il fait plein de trucs formidables en photo, machin, etc. Tu On sais, cherche les blocos notamment. oui, il photographie les blocos, ce que lui dit pas ma narratrice, qui elle est une conservatrice de patrimoine photographique. Elle me dit, j'ai pas voulu rabattre son plaisir en lui disant que 1000 autres avant lui avaient 1000 fois photographié les blocos, que c'est pas un truc original, mais lui, il est venu faire quelque chose de très particulier avec les blocos. Et donc, il subjugue Bambi, qui le trouvait pas tant super. Cela dit, Anne-Marie Gara, vous dites, on peut trouver des choses nouvelles sur les blocos, parce que la manière dont on regarde, la manière dont on revisite l'histoire, parce que c'est un peu ça le propos du livre aussi. Hélène revisite un peu son histoire, revient en arrière, essaie de se remettre. Une lourde histoire familiale, de ventre de femme, voilà, de maternité, de filiation volée, de filiation trahie, de mensonges amoureux des femmes qui l'ont élevée et qui l'appelait marraine. Mais du coup, elle est marraine de Bambi. Ça va. Joe, lui, il entend marraine, M-A-R-E-N. Il croit que c'est un prénom danois. Donc il y a une équivoque sur la manière dont on l'appelle, cette femme, vous voyez. Mais en même temps, elle porte ça avec son nom. Son nom porte tout le poids de l'histoire familiale que Bambi, d'ailleurs, est venu lui régler avec elle. D'ailleurs, pourquoi tu m'appelles Bambi? Tu sais, depuis quand tu m'appelles Bambi? Tu te souviens pas, non? Peut-être pas en dire plus, parce qu'après, ça serait bien que les lecteurs. Pourquoi tu m'appelles Bambi? Oui, hein, on s'arrête là. J'en ai marre. Ras-le-bol de Bambi. Je veux plus que personne m'appelle Bambi. Et elle lui explique pourquoi. Et donc, toutes ces histoires-là, vous voyez les noms. Voilà, vous parliez d'importance des noms pour et vous. Du coup, saute à la figure quelque chose un drame, enfin une violence nocturne. Parce qu'elles s'expliquent toutes les deux dans le noir, là, en se caillant sous le... parce qu'il ne fait pas chaud dans la maison. Hein. Bon, bref, etc. Et donc, c'est ça qui est la remontée du passé avec lequel on n'a jamais fini, même quand on croit que c'est fini. Il faut régler son compte, il faut en faire son deuil, on dit, etc. C'est pas ça tellement. Il faut apprendre à vivre avec, quoi. Et c'est pas se guérir, c'est s'en accommoder, c'est apprendre intelligemment à vivre avec. Mais elle a pas le temps, elle reçoit tout dans la figure, et y compris une nuit de tempête et une rencontre un peu inattendue qui fait que sa vie bascule. Il faut qu'elle en prenne vraiment, comme on dit, plein la gueule quand même. Il faut des fois dans la vie que ça nous arrive, ça aussi, qu'on soit secoué. Bon, sa filleule lui coupe les cheveux, par exemple. Ça a l'air de rien. 3 clics de ciseaux. Épisode clé du livre, oui, c'est vrai. Et dans le miroir, elle a tout juste la gueule de sa mère. Et ça, c'est tellement terrible, bouleversant, et en même temps, peut-être pas tellement. Mais enfin, qu'elle se fiche la voiture dans le fossé. Et qu'ayant mis la voiture dans le fossé, etc., etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ces ébranlements profonds, qui peuvent avoir lieu avec des toutes petites choses, ont des conséquences. Mais c'est ça aussi un roman. Il faut qu'il arrive quelque chose dans un roman, sinon à quoi bon? Je veux dire, à quoi bon écrire ça, que je passe mon temps à l'écrire, si même à moi, il n'arrive pas quelque chose pendant que je l'écris? Que moi-même, je me prenne en flagrant délit de dire des choses que je ne savais pas avoir à dire, de faire remonter. Et alors, cette histoire de photographie de la guerre d'Espagne, la photo chez vous, Anne-Marie Gara, occupe une place très importante dans vos livres. Hein. Toujours, bah oui, quand même, souvent. Photos de famille, vous aviez écrit, je crois, me souvenir, notamment. Enfin bon, vous avez enseigné la photo aussi. Vous avez, le cinéma et la photo en lycée. On dit toujours, on n'enseigne pas la photo qu'en fac, et puis on n'a pas à être que prof de fac. Qu'est-ce que vous voulez? Non, j'ai été prof de lycée, et j'ai enseigné dans les sections artistiques de lycée, cinéma audiovisuel, que Jack Lang a créé, en même temps que les sections théâtre. Et ça a été le bonheur de ma vie d'enseigner le cinéma et d'enseigner la photo, l'histoire de la photo, etc. Et bien sûr, et qu'est-ce que c'est que la photo au sens de cette duplication, un peu comme le roman, c'est une représentation du monde, mais en fait, c'est pas
c'est pas ça qui prouve que le monde existe, ni qu'il est comme ci ou comme ça. Vous le savez bien, s'il y en a certains d'entre vous qui, une seule fois, ça suffit, d'avoir développé des photos dans argentique. Il fait de l'argentique, hein, Joe. Il fait de l'argentique. Faut Il préciser. a sa tablette, non, il est outillé, hein, mais ses photos, il les fait une par une et en argentique. Et donc, cette question, justement, pour moi, elle est importante parce que qu'est-ce qui se passe dans la chambre noire, ce temps de latence, du développement du négatif, on voit pas la photo qu'on a faite, et elle va vous revenir, mais presque comme on dit, ça me revient, un souvenir. La photo qui va vous revenir au bout de, je sais pas combien, quelques jours, puis lui, comme il est en balade, il les a pas tout de suite. Bon, ce qui vous revient, c'est quelque chose, quelquefois, qui ressemble absolument pas à ce que vous aviez cru faire, c'est-à-dire ce que vous aviez rêvé entre-temps, ce que vous aviez cru voir au viseur, ce que vous aviez cru voir, rêver tant que c'était dans les gélatines, là, dans les rouleaux, etc. Avec le numérique se pose, lui, il y va avec le numérique, il fait du numérique aussi. Je veux pas être trop technique là, mais quand même, il y a des langages visuels qui sont différents, dont les artistes se servent. Je ne suis pas ni contre ni pour le numérique ou l'argentique, mais ce sont des langages différents, donc, de relation au monde. Et donc, lui, il est venu traquer dans les dunes ces jalons des boucheries qui ont labouré l'Europe, c'est-à-dire ces dernières traces, puisque nous sommes en paix, la paix, depuis 75 ans. Il dit qu'il y a bien là-bas, en Amérique, il y en a eu des guerres, des génocides, des batailles terribles, hein, et même des massacres d'Indiens, de peuples entiers et de bisons. Tout ça, ça remue le sol, quelquefois ça remonte en surface, hein, les eaux des champs de bataille de la guerre de sécession. Bon. Mais alors, l'Europe, l'Amérique et le Canada, etc., n'ont pas vécu les tueries qu'a connues l'Europe. Et lui, il vient naïvement, il finit par être dessillé, par apprendre des choses lui aussi. Il croit qu'il est venu photographier. Il a d'abord commencé par les camps d'internement espagnols, où au milieu des champs de melons, où on a tout effacé, il ne reste plus rien, sauf ici ou là, un petit tas de limailles, un petit socle de béton qui étaient les fondations des camps dans lesquels les réfugiés espagnols, puis ensuite les juifs, etc., Gurs et autres, vous connaissez l'histoire, bon bref, passons. Donc il est venu photographier ça, parce qu'il est à Toulouse en fait, hein. Il est à Toulouse, il est installé à Toulouse. Joe, elle va le rejoindre à un moment donné. Elle va le rejoindre à Toulouse, oui. Bambi. Oui, Bambi. Mais lui, il croyait qu'il est venu photographier la guerre. C'est-à-dire, quelle est la face de la guerre quand le temps a passé? Qu'est-ce qu'elle laisse, nous qui marchons sur les charniers, nous qui marchons sur les tombes anonymes, et quelquefois un coin de bois. J'en connais un, mon cousin me l'a montré en Limousin, où 3 résistants ou je sais pas quoi du STO, je sais pas, peu importe, ont été massacrés là au bord de la route. Il y a même pas un monument ni rien du tout, hein, une tombe ni rien, mais juste la clairière est dégagée et toujours entretenue. Vous voyez, il n'y a rien à voir, sauf celui qui sait. Il n'y a rien à voir. Celui qui passe, vous passez en marchant ou en voiture, vous voyez rien. Mais là, il y a quelque chose. Celui qui sait, il peut vous le montrer. Et donc, nous sommes entourés, environnés de ces traces-là, et c'est ce qu'est venu photographier Joe. Et il apprend finalement que c'est pas ça qu'il est venu photographier. Il est venu photographier la paix. Et la paix, c'est encore peut-être plus terrible. Qu'est-ce que nous en faisons de la paix? Depuis 75 ans, que nous réalisons à peine nous-mêmes, alors, et nos enfants, est-ce qu'ils vont réaliser quelle parenthèse de temps inouïe c'est par rapport à la longue histoire que l'Angleterre, l'Allemagne, la France, etc., ne se soient pas étripés, énucléés, écrasés, brûlés, exterminés. Ce que nous avons fait pendant des siècles. Bon, les guerres, elles continuent par le monde, Dieu sait, et à nos portes. Mais cet endroit, qu'est-ce qui se passe ici? Et qui sommes-nous si nous sommes incapables d'en accueillir l'héritage et savoir quoi en faire de cette paix-là? C'est-à-dire que ce n'est pas un cadeau, comme c'est pas moi qui l'ai inventé la formule, c'est Serge Danet, qui est de la même génération que moi, il est mort, hein, c'est un grand critique de cinéma, qui dit « La guerre nous a foutu la paix ». Mais au sens le plus vulgaire du terme, le plus cruel, hein, le plus brutal. Hein, on l'a dans le cul. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire de la paix maintenant que tu l'as, hein? C'est un sacré cadeau. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Vous voyez, il dit, la guerre nous a foutu la paix. Et foutus sommes-nous si nous ne savons pas
la préserver. Et quoi en faire? Construire l'Europe, établir enfin une Europe des peuples. Bon, je suis en train de plaider là, vous m'entendez? C'est en tant que citoyenne d'aujourd'hui. Je n'ai pas mis ça dans mon roman. Mais n'empêche que je le prête à Joe. Quand Joe, à la fin du roman, dit, je sais, je me suis complètement aveuglée, c'est pas la guerre que je suis venue photographier, c'est la paix. Qu'est-ce que nous faisons au milieu de ces vestiges qui nous disent ce que ça a été, et maintenant que nous sommes en paix, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous en faisons? Et ça, c'est un défi absolu, un défi d'une très grande responsabilité que nous avons, nous, je dis nous tous, hein, de l'Europe, nous autres, peuples de l'Europe, de savoir ce que nous faisons de la paix. Donc, la révélation de la photographie pour Joe, elle passe par là, de même que pour Hélène, la révélation de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit faire, y compris aimer, passe par là, par ces quelques jours qu'ils passent ensemble. Et c'est pas simple, un forçage du roman qui veut toujours qu'en quelques jours il se passe des choses. Dans nos vies, c'est pareil. On s'en rend compte quelquefois, mais après, de se dire, pendant ces 3 jours de vacances, finalement, tout ce qui m'est arrivé, ça a changé ma vie. Vous voyez ce que je veux dire, de ces moments de bascule, hein, où plein de choses changent. Bon. Et juste, oui, on va peut-être passer la parole, mais non mais oui, bien juste l'engagement de l'écrivain, je trouve, moi, il passe aussi par ce rapport à la langue, ce rapport aux mots, ce choix des mots qui chez vous, Anne-Marie Garat, toujours d'une précision formidable. Enfin bon, vous arrivez à, parce que c'est vrai, je l'ai un peu dit au début, mais c'est à la fois un conte contemporain, vous me direz si vous êtes d'accord, matiné aussi d'un peu roman courtois, on l'a dit, vous l'avez dit. Bon, c'est tout ça à la fois, et c'est vrai que moi je trouve que vous avez une écriture qu'on trouve, vous êtes vraiment la seule en termes de qualité de style. Enfin, parfois vous êtes un peu dans le, je sais pas, il y a énormément de registres, vous arrivez à manier une phrase qui parfois est très longue, parfois qui se resserre, on a parlé des voix, enfin, il faudrait parler 1 heure du style, c'est toujours difficile d'en parler, mais c'est vrai que je trouve que dans la littérature contemporaine, vous êtes parmi celles que voilà, j'apprécie particulièrement, et voilà, je vous le dis. Bon, et ce livre-là est voilà, m'a profondément touché. Je pense que chaque lecteur, comme vous le dites très bien, va lire lui-même, va créer lui-même, va construire, va co-construire. Tous en tant que lecteur. Va faire la moitié du chemin. On sait bien qu'on fait la moitié du chemin en tant que lecteur. Que ce qui est... Alors justement, ça tient à ce que, dans ce que nous lisons, tout ne soit pas dit. C'est-à-dire que tout ne soit pas explicité, dépouillé, radiographié, vous voyez, transparent. Il n'y a plus de place pour nous là. Il faut qu'il reste, moi je les connais pas bien ces gens en fait, pas totalement, mais je me dis pas plus que nous ne connaissons, et vous le savez bien à quel point de temps en temps on s'en rend compte, des gens très intimes avec qui on vit au quotidien, nos plus proches, bien sûr nos propres enfants, mais nos partenaires de vie, notre mère grand, la mère grand du chaperon rouge là qui lorgne sur mes enfants, qui veut me les dévorer à ma place. Bon bref. Non, ce que je veux dire, tant mieux que nous ne nous connaissions pas les uns. Non, c'est parce que j'ai écrit un petit essai sur le chaperon rouge, qui en plus est d'une brûlante actualité aujourd'hui, avec l'histoire Maznev et compagnie, hein, la prédation, oui, dont nous prévient déjà. C'est un texte absolument d'un génie littéraire, hein, Charles Perrault. Son texte prémonitoire, comme toute littérature, au-delà de son époque, il est intemporel, il nous parle aujourd'hui et précisément de ce dont parle Vanessa Springora et les autres enfants, jeunes, etc., abusés. Il ne dit pas simplement, jeunes filles, belles et bien faites, etc., et gentilles. Méfiez-vous du loup, l'avertissement, la moralité versifiée dans la forme des salons mondains, n'est-ce pas, du XVIIe siècle, nous dit très nettement, c'est le viol. Hein. Le loup, c'est le roué. C'est Don Juan, c'est le seigneur, le grand seigneur méchant homme qui séduit par son aura, par son langage, n'est-ce pas? Il n'a justement pas la tête d'un loup. Ça serait trop simple si les prédateurs avaient des têtes effroyables. Non, il a la tête de tout le monde, du voisin, du tonton d'ailleurs, quelquefois. Bon, bref, de l'écrivain séduisant qui a de la notoriété, du curé qui fait le catéchisme, enfin, etc. Ils ont des têtes pas effrayantes. D'ailleurs, dans le conte de Perrault, le loup n'est
absolument pas effrayant, comme dans les succès d'année ensuite. Le Perrault lui prête pas une langue rouge, des yeux verts, une mauvaise haleine, etc. Non, non, elle ne voit pas de loup d'ailleurs. Il lui parle en grand seigneur, avec l'inversion interronégative, n'est-ce pas, etc. Et elle lui répond sur le même ton de politesse. Et ensuite, il lui dit, eh bien, vas-y par ce chemin ici et j'irai par ce chemin-là. Et nous verrons à qui de nous deux, au plus tôt, il sera. Il lui propose un jeu, mais un jeu élégant, pas du tout, voyez. Et quand elle arrive dans la chambre de la mère Grand, il n'a pas besoin de s'être déguisé, le loup. Ce qu'elle voit, c'est une mère Grand. Elle fut bien étonnée de voir comme sa mère Grand était faite en son déshabillé. Nue. C'est cru, là. Hein. Ah, grand bras, grande chambre. On n'ira pas jusqu'à dire... non, bien c'est on s'oblige. Mais c'est de ça dont il s'agit. La sidération de Chaperon Rouge dans le lit, c'est ça. Et ce méchant loup se jeta sur le petit Chaperon Rouge et la mangea. Point barre. Il n'y a pas de happy end obstétrical. Hein, à sortir du ventre du loup. Non, non, terminé. Cauchemar absolu. Cannibalisme, pédophilie. Et moi, je maintiens derrière ça, pédophilie féminine. C'est-à-dire, le grand danger, c'est les mères et les mères grands. Ce sont elles qui sont la cause de tout ça. Vanessa Springora le dit, et c'est très beau son livre, parce qu'elle ne fait pas le procès de sa mère, pas plus que nada. Mais c'est quand les parents eux-mêmes détournent le regard, laissent faire, voir, envoient au casse-pipe. Il était une petite fille du village la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Folle. Au XVIIe siècle, c'est le mot racinien, hein, c'est la folie des passions. Doublement folle parce que doublement mère. Mère et mère grand, des maternités folles qui font de cette petite fille le chaperon qu'elle a sur la tête. On l'oublie là aussi, on ne le sait plus, c'est pas un chaperon, c'est pas un capuchon, c'est pas un béret, c'est un chapeau de vieille. Entendez, le lecteur du XVIIe siècle se marre, parce que c'est un chapeau qui date du Moyen-Âge, qu'on n'aurait jamais l'idée de mettre sur la tête d'une enfant. C'est comme si vous mettiez sur la tête d'une petite fille aujourd'hui un chapeau à voilette, voilà, pour aller à l'école maternelle. Voilà. C'est un arbre de Noël, c'est surtout un objet sexuel. C'est comme les mères d'aujourd'hui, en Amérique en tout cas, qui font de leurs petites filles des bimbos à strass et paillettes, qui en font des stars alors qu'elles sont des enfants, qui en font des objets sexuels, qui sexualisent à l'extrême leurs petites filles. C'est un dévoiement de la passion maternante, si vous voulez, que nous raconte Perrault. Et ça, c'est un avertissement beaucoup plus immoral, entendez en morale commune, beaucoup plus choquant, de nous dire, petites filles, mais petits garçons aussi sans doute, méfiez-vous d'abord de vos mères et de vos grands-mères. Et nous le savons bien, nous les filles qui sommes ici, que nos mères, il a quand même fallu à certains moments de notre existence les tenir un peu à distance. Parce que nous sommes dévorantes comme mères, et alors comme mères grand, nous non seulement nous dévorons nos filles, mais nos petites filles aussi. Ma pauvre petite Adèle, je me méfie, hein. Je me méfie de moi. Bon, je rigole, mais je veux dire qu'il y a là, dans le conte de Perrault, et pour revenir à ça, il y a dans le conte, ça c'est une grande, il y a dans le conte qu'on a versé à l'enfance, en croyant que c'est bon pour les enfants. Le conte, dans sa tradition millénaire de voix, VOIE, hein, par la tradition orale, qui s'est transmise, d'ailleurs Perrault n'invente rien hein, avec cette histoire, il n'a inventé que le rouge du chaperon. Le reste, la petite fille et le loup, ça existe bien avant lui, ça a continué dans les provinces, partout, dans toute l'Europe, de se raconter sous des formes diverses, etc., etc. Donc il n'invente pas l'histoire, Perrault, mais il l'écrit en langage classique, dans une concision extrême. Minimum de moyens, maximum d'effets. Une histoire d'épouvante pure, hein, qui a une actualité absolue. C'est hors du temps. Ça nous parle. Ça nous dit ça de nous-mêmes. Et c'est en quoi le conte est un genre d'une très haute intelligence sur nous-mêmes. C'est le génie des peuples. Anonymes, des peuples, entendez, de tous ceux qui l'ont répété, raconté, re-raconté, et
majoritairement racontés entre adultes. Parce que les adultes construisent ces récits, non pas à l'usage des enfants qui n'existent pas. Jusqu'au 19e siècle, l'enfant n'existe pas. J'entends tel que nous le concevons aujourd'hui. L'enfant, il existe bien en tant que corps, etc. Mais il n'a pas, surtout dans les milieux populaires, il est au travail dès qu'il tient debout. Le petit des manses du Moyen-Âge ou des serfs ou même à la Révolution française, etc. Un enfant, il s'éduque dans la bourgeoisie, où on commence au XVIIIe siècle, XIXe siècle à considérer l'enfant comme un bien économique, à qui on va transmettre l'héritage, les valeurs, etc. Il y a plus longtemps dans les milieux aristocratiques, etc. Mais la notion d'enfant telle que nous la concevons aujourd'hui au XXe siècle, XXIe, n'existe pas à ce moment-là. Un enfant il n'y a pas pour la masse des enfants, il n'y a pas de jouets pour les enfants, de livres pour les enfants, d'éducation, d'instruction spécifique, sauf pour les enfants des rois, pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'enfant, de manière millénaire, il n'est pas le destinataire des contes, des mythes et des légendes. Ce sont des récits totalement adultes, à usage d'adultes. C'est le 19e siècle romantique, folkloriste, peuple, qui va se mettre à s'intéresser en musique, Liszt et autres, aux motifs des musiques populaires, aux motifs des récits populaires, et qui vont s'en emparer et le verser aussitôt aux enfants. Contes et légendes du Poitou, je ne sais pas quoi, pour les enfants. En réalité, voyez bien la supériorité aristocratique des romantiques, de penser que ce qui vient du peuple va aux enfants. Entendez, le peuple est un grand enfant, naïf, crédule, il raconte des historiettes, etc. Et c'est bon pour les petits. Donc enfants, femmes, qui racontent les mie, les nourrices, les mères, femmes, enfants, peuple, même engeance, bétasse. Donc c'est bon pour lui les contes. Et d'ailleurs les contes de ma mère Loi de Perrault, c'est pas du tout ma mère Loi, la volaille jacasse, là des basses-cours, c'est ma mère Loye, O-Y-E, c'est ma mère l'oreille, ma mère Louis. C'est là que ça se passe, dans l'oralité. D'où l'importance des voix. D'où l'importance des voix, des récits de tradition orale, ma foi et ma dette envers le conte. Il n'y a rien de plus grave et de plus sérieux que les contes. Et d'en mettre toujours dans mes romans. Et je revendique que c'est pas de la magie à coup de baguettes magiques et de divines surprises ou ne sais pas quoi, mais de ces moments dans nos vies où des choses peuvent se métamorphoser par des circonstances, des collisions, de même que les étoiles, les rencontres. C'est le cas pour Hélène. On se cogne, voilà. Avez-vous des questions, écoutez, des remarques, des réflexions des remarques, Merci des réflexions. beaucoup. Oui. Ah, il y a des questions peut-être. Plutôt une réflexion. Je viens de comprendre que vous aviez enseigné le cinéma et la photo. Je ne l'avais pas perçu. Et pour moi, vos romans sont des films. Et donc, je voulais savoir si vous aviez conscience de cette articulation entre les deux ou si... Moi, je n'ai jamais essayé parce qu'enseigner le scénario ou enseigner le tournage, ce que j'ai fait, puisqu'on avait une petite formation, on nous a payé à l'époque, c'était luxueux, la Fémis, Louis Lumière, il n'y a pas de CAPES, il n'y a pas d'agrég de cinéma. Donc, tous les profs qui enseignaient dans ces sections venaient d'une autre discipline, n'est-ce pas? Mais on nous avait donné à l'époque une formation, c'était quand même assez génial. Et puis, il faut dire aussi que les gens de ma génération, on est nés dans le cinéma après la guerre, l'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, la Fédération des œuvres laïques, les ciné-clubs, etc. Moi, je suis tombée dedans petite, quoi. Ça a commencé comme ça. J'avais même un voisin qui était projectionniste de la FOL, qui allait dans les campagnes et dans les, je sais pas où, enfin, et qui le dimanche nous projetait aux gamins de l'impasse où j'habitais, qui nous projetait les films. Attendez, j'ai mangé du cinéma depuis toute petite. C'est ma génération. C'est bon. Peut-être que même alors maintenant les jeunes, ils regardent des films dans leur smartphone. Je me demande, mais enfin bon, dans leur tablette. Mais je vois bien mes petits enfants aussi. Ils commandent sur Netflix, je sais pas quoi, enfin sur leur écran de télé. Heureusement qu'ils ont des parents qui les traînent au cinéma quand même, que nos cinémas existent encore, comme nos librairies indépendantes existent encore. Hein. Il faut être... oui, hein. Voilà. Et donc, le cinéma... Alors, du coup, je rêve, j'imagine, je crée, je pense en cinéma autant qu'en littérature, si vous voulez. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de préséance d'un art sur l'autre. Le cinéma...
bon, moi, il y a des chefs-d'œuvre inoubliables pour moi qui m'ont imprégné. Je vais vous dire, même, je pense que le curé devait être un peu prêtre ouvrier, parce que je me le suis dit après, parce que c'est pas possible. C'est au ciné-club de la paroisse, du patronage, que j'ai vu le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, vous vous rendez compte? Bon, cela dit, nombre de cinéastes du néoréalisme italien, comme Pasolini ou comme même Fellini, etc., étaient à la fois un pied chez les communistes et un pied dans la, disons, je dirais pas chez le pape, mais disons qu'ils avaient tous le sens de la grâce. Chez Rossellini, c'est... Donc, pourquoi pas? Mais je ne sais pas quel âge j'avais, 10 ans peut-être, je ne sais pas, quand il venait de sortir ce film, il était dans je ne sais pas comment, j'en sais rien. Je me suis dit, longtemps après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il avait ce curé à nous pour projeter ce film, qui est quand même un film sur la misère sociale et qui est très militant, hein, et qui est bouleversant. Parce que moi, je crois beaucoup à ça, l'émotion, aussi bien dans la transmission aux enfants de la lecture, qui ne peut pas passer par l'orthographe et la grammaire, et l'école, le lire-écrire, et y compris le livre de jeunesse, qui sont écrits pour eux. Il faut voir des choses qui ne sont pas à notre intention, lire des livres qui ne sont pas écrits à notre intention, pour que nous tombions dans le langage, y compris avec des mots incompréhensibles. C'est pas qu'il faut intimider avec l'illisibilité, mais c'est qu'il faut que le langage nous chante à l'oreille des choses inconnues. Et on va pas, vous n'avez plus l'âge, bien sûr, je l'espère, de lire avec le dictionnaire à côté. Il faut surtout pas, ça c'est la maîtresse d'école que vous avez intégrée dans la tête qui vous l'ordonne. On ne doit pas lire la première ligne à la dernière, sinon on lit pas bien. On a le droit de sauter les paragraphes. On a le droit de zapper des passages bon, on y reviendra peut-être après. C'est mon tempo, je suis un peu pressé, je suis stressé ou je sais pas quoi. Ce soir j'ai pas envie, là il y a une description, ça me barbe, je vais en bas de la page. Voyez, il faut s'écouter soi-même. Naviguer, piloter sa lecture, c'est être à l'écoute de soi et du rapport qu'on a avec le langage. Et il faut penser que l'écrivain, quelque part, il est là-dedans. Bien sûr que je fais attention à mes mots, mais pour moi, j'ai un sens d'une hyper-susceptibilité. Et je suis très en colère contre les usages inconséquents et désinvoltes de la langue. Il faut faire très attention avec les mots. Les mots, ils portent, quelquefois c'est bénin, c'est pas grave, mais quelquefois ils portent des choses très très graves, des idéologies, des injonctions, c'est Camus, hein, il a dit, hein, que le premier acte, c'est de nommer les choses, hein. Oui. Et donc, j'ai ce sens-là en tant qu'écrivain, si bien que je fais à la fois honneur à la langue française, qui est d'une ressource inouïe, et même s'il y a des mots désuets, des mots un petit peu inusités, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, remettons-les dans le circuit, à nouveau ils vont être monétisables, vous voyez, je ne le connais pas ce mot, je passe dessus, vu le contexte, j'ai à peu près compris ce que ça voulait dire, c'est pas grave, ah tiens, je le rencontre 300 pages plus loin, ah bon, c'est comme les gens dans la rue, hein. On se croise tous les matins, puis à force on se dit bonjour. Et puis un beau jour, on s'arrête, on va prendre un café ensemble, on fait connaissance. Les mots, c'est pareil. Je ne le connais pas, il va finir par me connaître, ou moi le connaître, je vais l'adopter, et en plus, je vais m'en servir. Et les enfants, ils font ça spontanément. Ils adorent trompeter les mots, les faire éclater dans leur bouche, les mots qu'ils ne connaissent pas. Les enfants sont fascinés par la langue. Après ça, nous on perd et on n'a plus que la langue de communication. Bon, il en faut pour communiquer entre nous et tout ça, d'accord. À la télé et tout le reste pour voir l'usage qu'on en fait. Bon, mettons. Mais la littérature, c'est pas de la communication. Ça communique pas la littérature. Vous voyez, c'est pas un langage, comment on appelle ça, fatigue pour tenir l'autre en otage là. Non. Si ce langage-là, il ne met pas en situation, en un certain ordre agencé, les mots qui, par proximité, vont produire une réalité étrange, sensorielle. Tout d'un coup, je vais entendre le bruit de la mer, ou je vais sentir le buisson de menthe qui est devant la porte de la cuisine, où je vais entendre zinziner les abeilles dans le compotier. Et c'est-à-dire que ce sont les mots qui vont produire ça. Donc, il faut leur faire une très grande confiance et en même temps un grand respect d'eux, faire très attention à ce qu'on en fait. Alors après, lecteur et écrivain, moi je le suis aussi, grande lectrice, hein, alors là, on est à tuer à toi, on navigue. Puis si ça nous barbe, on ferme le livre. Hein. Il y en a tellement qui nous attendent. Le livre d'Anne-Marie Gara,
La Nuit Atlantique est publié aux éditions Actes Sud. Anne-Marie Gara est l'autrice d'une œuvre littéraire de tout premier plan, dont la trilogie Dans la main du diable, L'enfant des ténèbres et Pense à demain, paru chez Actes Sud. Elle a obtenu le prix Femina en 1992 pour son roman Aden. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 11 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche.